Bonjour et bienvenue, cette nouvelle vidéo va être un guide sur comment fonctionnent les outils qui sont dans mon shelf. Donc juste un petit mot avant de commencer, à partir de maintenant vous allez voir que mes vidéos sur les bases d'Alias Studio Tools vont devenir un petit peu plus propres à ma façon de travailler. Vous allez aussi peut-être vous rendre compte que j'utilise des fonctions et techniques que certains autres n'utiliseront pas, et vice versa, certaines personnes feront des choses que moi je ne ferai pas. Ça ne veut pas forcément dire que mes techniques ou leurs techniques sont mauvaises, on peut faire les choses de plusieurs manières, comme vous pourrez vous en rendre compte un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et le plus important, c'est de bien comprendre ce que vous faites et obtenir un résultat de qualité. Maintenant, au niveau de cette vidéo, il y a pas mal de fonctions et d'outils à couvrir. C'est une vidéo qui risque de durer un petit moment. Donc si vous cherchez à savoir comment marche un outil en particulier, dans la description, je vais mettre à quel moment apparaît chaque outil. Certaines de ces fonctions possèdent des tonnes de sous-options. La façon dont je vais procéder, c'est que je vais vous expliquer comment utiliser chaque outil et je vais seulement parler des sous-options qui me paraissent les plus importantes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par les courbes. Pour créer des courbes, il y a deux outils. Le premier, c'est le CV Curve Tool. Avec cet outil, il faut placer chaque point de la courbe un par un et ça va donner des résultats assez imprécis, ça va prendre du temps et on va obtenir des courbes qui vont onduler, donc on ne va pas utiliser cet outil. Ce qu'on veut, c'est une bonne répartition des points de contrôle, et ça va nous donner des courbes propres sans inflexion, et au final, des courbes de qualité vont nous donner des surfaces de qualité. Donc pour ça, on va utiliser la fonction Edit Point Curve Tool. Cette fonction, elle est vraiment super, puisqu'elle va nous permettre de créer une courbe en définissant son point de départ et son point d'arrivée. Tous les points de contrôle vont être répartis homogènement entre ce point de départ et ce point d'arrivée. Pour utiliser la fonction, il suffit de la sélectionner et ensuite de cliquer sur le point de départ et le point d'arrivée dans la zone de travail. Faites un pick nothing pour terminer l'édition de la courbe. Si vous continuez à cliquer, vous allez créer une courbe avec des spans et on veut éviter ça. Vous pouvez aussi snapper les points de départ et les points d'arrivée à l'aide des boutons Alt pour accrocher un des points sur la grille, CTRL pour accrocher un de ces deux points sur un autre point, et enfin CTRL plus Alt pour venir s'attacher sur une courbe ou le rebord d'une surface. Si vous double-cliquez sur l'icône de l'outil, vous allez afficher sa fenêtre de sous-options. Ici, le plus important, c'est la partie qui vous laisse sélectionner le degré de la courbe. Vous pouvez aussi remarquer que dans mon shelf, j'ai la fonction courbe 5 fois. Pour chacune de ces fonctions, j'ai une option de degré différent. Ça me permet de ne pas avoir à naviguer dans les sous-options à chaque fois que je veux créer une courbe de degré différent, et ça me permet aussi d'avoir un raccourci clavier différent pour des courbes de degrés différents. Maintenant qu'on a vu comment créer des courbes, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ok, c'est sympa, mais on va pas aller bien loin avec des lignes droites, et si on s'amuse à bouger les points de contrôle un par un, on va obtenir des variations de courbure et des inflexions à contrôler. » C'est là que la fonction stretch va entrer en jeu. Elle va nous permettre de bouger les points de manière propre et rapide. Pour utiliser la fonction stretch, c'est simple, on va commencer par sélectionner la courbe qu'on veut modifier, et ensuite sélectionner la fonction. L'inverse est faisable aussi, vous pouvez sélectionner la fonction, puis cliquer sur la courbe que vous voulez modifier. Là, on va avoir deux poignées qui vont s'afficher sur la courbe, donc à chaque bout de la courbe. Vous pouvez les sélectionner en cliquant dessus, et avec les boutons de la souris, comme pour la fonction Move, vous allez pouvoir les bouger sur les différents axes. Et aussi les snapper sur la grille à l'aide du bouton Alt, les snapper sur un autre point à l'aide du bouton CTRL, et sur le rebord d'une surface ou une autre courbe à l'aide de la combinaison de ces deux boutons. Donc là, la répartition des points reste propre et bien régulière. Donc on va gagner en qualité et on va aussi gagner énormément en temps puisqu'on ne s'amuse plus à bouger chaque point de contrôle un par un. Pour le moment, on a toujours une ligne droite, mais si on veut lui donner un petit peu de forme, il suffit de rajouter une poignée en cliquant sur plus handle en bas à droite. Maintenant, si on bouge la nouvelle poignée, on voit que la répartition des points reste propre et homogène tout en donnant un peu de forme à notre courbe. Cette fonction elle a aussi un autre avantage, c'est que si votre courbe doit passer par 3 points ou plus, il suffit de venir snapper les poignées sur les points voulus, et ça c'est juste impossible en bougeant les points à la main uniquement. Au niveau des options, vous avez la solution d'accrocher les poignées à la courbe ou de les rendre flottantes. Personnellement, je les laisse flottantes, je trouve que ça a tendance à garder une meilleure répartition des points. À côté de la fonction stretch, on a la fonction cercle. Donc elle parle d'elle-même, elle vous permet de créer des cercles. Pour créer un cercle, il suffit de sélectionner l'outil et ensuite de cliquer à l'endroit où vous voulez le mettre dans la zone de travail. Vous pouvez aussi snapper la position du cercle à l'aide des boutons CTRL, ALT et CTRL plus ALT.
Le prochain outil, ça va être l'outil Duplicate. Je vais rapidement créer une surface avec une courbe sur surface et une courbe simple pour vous montrer comment l'utiliser. La fonction Duplicate, elle va permettre de créer une courbe à partir d'un rebord de surface, d'une courbe sur surface ou à partir d'une autre courbe. Pour utiliser cette fonction, c'est simple, il suffit de la sélectionner et ensuite de cliquer sur la courbe, le rebord de surface ou la courbe sur surface qu'on veut dupliquer. Et là, on voit qu'on obtient une courbe en retour. Voilà, c'était l'outil Duplicate. Je vais maintenant effacer les objets que j'ai construits dans la scène et on va parler du Section Curve Tool. Cet outil va permettre de couper une courbe à l'aide d'une autre courbe ou d'un rebord de surface, ou bien de couper une courbe sur surface à l'aide d'une autre courbe sur surface. Pour l'exemple, je vais placer deux courbes dans la scène qui s'intersectent dans l'espace et une autre qui flotte toute seule. Pour pouvoir utiliser la fonction en vue de perspective, il faut que la courbe que l'on veut couper et la courbe qui sert à couper s'intersectent dans l'espace, sinon ça ne marchera pas. Pour les courbes sur surface, la question ne se pose pas puisqu'elles sont sur la même surface et donc s'intersectent forcément. Pour intersecter, il suffit de sélectionner la fonction, ensuite de sélectionner la partie de la courbe ou courbe sur surface que l'on veut garder, et enfin définir la courbe ou la courbe sur surface ou le rebord de surface servant à la découpe. On peut aussi utiliser cette fonction en vue ortho sur des courbes qui ne s'intersectent pas dans l'espace du moment que celles-ci se croisent dans la vue ortho dans laquelle vous voulez effectuer la découpe. Au niveau des options, une chose assez intéressante, c'est qu'on peut choisir de ne garder qu'une partie de la courbe ou alors de la sectionner en plusieurs segments. Maintenant, on sait comment créer, bouger et couper des courbes. À l'aide de ces courbes, on va pouvoir créer des surfaces. Donc avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ce qu'on a à l'écran. Et je vais commencer par parler de la fonction qui me paraît la plus importante, le square. Alors personnellement, mes modèles sont composés à plus de 90% de square, je pourrais même uniquement utiliser la fonction square. La seule raison pour laquelle j'utilise d'autres outils de temps en temps, c'est que certains ont des options bien spécifiques qui me permettent d'obtenir des résultats que je veux plus rapidement, ou alors ils me permettent d'avoir un historique plus solide ou plus facile à gérer. Donc la condition requise pour pouvoir utiliser la fonction square, c'est d'avoir 4 courbes sur surface ou rebord de surface connectés, donc qui forment un polygone à 4 côtés. Ici, pour l'exemple, je vais mettre 4 courbes dans la scène, donc il n'y a pas besoin qu'elles soient connectées bout à bout, il suffit qu'elles soient connectées peu importe à quel niveau. Pour utiliser la fonction square, il suffit de sélectionner la fonction et ensuite de venir sélectionner chaque élément de construction, donc ici nos 4 courbes. On voit maintenant qu'une surface a été créée. Et au niveau des options, il y a vraiment deux choses qui pour moi sont vraiment extrêmement importantes. La première, c'est l'explicit control. Donc cette option, elle va nous permettre de définir le nombre de points de contrôle utilisés en U et en V, donc dans chaque direction. Si vous n'utilisez pas l'explicit control, Alias utilisera le nombre de points et de spans qu'il jugera nécessaire pour achever les continuités. Donc si vous essayez de construire à partir d'un rebord de surface trimé, des fois ça peut donner des surfaces avec énormément de points et de spans. Donc il faudra vraiment faire attention à ça. Et la deuxième chose qui est assez importante, et je viens de le mentionner, c'est la gestion des continuités. Là, je suis en free partout, puisque j'ai construit le square à partir de courbes, je ne peux pas l'aligner en tangence ou en courbure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter 3 courbes de plus dans la scène, et je vais en connecter 2 sur le rebord de mon premier square. Ensuite, je vais créer un deuxième square, et cette fois-ci, je vais utiliser mes 3 nouvelles courbes et un rebord de mon premier square pour créer ma nouvelle surface. Voilà, notre nouvelle surface est créée. Pour afficher les options de cette nouvelle surface, je vais donc la sélectionner et ensuite je vais double-cliquer sur l'icône de ma fonction ou alors presser mon raccourci clavier. Donc si vous regardez sur la colonne de gauche, le nom de chaque élément de construction utilisé est affiché. Donc ici, on retrouve les 3 courbes et le square. Pour aligner notre nouvelle surface à notre premier square, on va venir changer le free qui est en face du square en tangence si on veut aligner en tangence ou en courbure si on veut aligner en courbure. Ici, on voit que notre surface est forcée de s'aligner et maintenant on a une belle continuité entre nos deux surfaces. On voit aussi que le free a échoué, failed. Donc l'option free, elle va donner la priorité aux autres continuités. Le free va essayer de contraindre le rebord en position, mais s'il doit s'en écarter pour permettre à un autre rebord de s'aligner, il le fera comme c'est le cas ici. Donc si vous construisez vos surfaces de cette façon, en laissant le free échouer, faites extrêmement attention au nombre de points utilisés.
Ici, on a un côté contraint en courbure, donc les deux premières lignes de points sont contraints à la surface utilisée pour la construction. Si vous utilisez plus de 3 rangées de points, vous allez vous retrouver avec des points non contraints qui vont essayer de venir se replacer en position sur la courbe utilisée pour la construction, et ça va vous donner des résultats mal contrôlés, des S et des choses comme ça. Donc pour remédier à ça, vous avez deux solutions. La première, comme je disais, c'est de travailler avec le bon nombre de points, et la deuxième, c'est de bien aligner vos courbes de construction. Donc pour ça, on peut utiliser la fonction align. On va cliquer sur l'icône de la fonction, et ensuite on va choisir la courbe à aligner, et ensuite l'objet sur lequel on veut aligner cette courbe. Ici, on va contraindre notre courbe de construction, et enfin, on va utiliser le rebord du premier square pour l'aligner. Voilà, la courbe est bien alignée, et maintenant si on retourne dans les options de notre deuxième square, on voit que l'alignement en courbure de celui-ci et le free sont compatibles puisqu'il n'y a plus de fail. Donc l'avantage d'utiliser cette méthode, c'est qu'on a plus de contrôle sur la forme de notre courbe, et aussi ça va pardonner beaucoup plus si vous ne faites pas attention au nombre de points utilisés. Le désavantage, c'est que ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, j'ai un peu dérivé, mais ça peut vous donner un petit aperçu de la relation entre les différents éléments dans Alias et comment ces relations peuvent impacter les résultats obtenus. Dans les options de continuité, on a aussi les Implied Tangent et Implied Curvature. Eux, ils vont forcer les continuités sur les plans de symétrie. Donc ça va servir à obtenir des continuités entre les parties symétriques d'un modèle. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer sur les continuités pour les objets symétriques, mais je vais garder ça pour une prochaine vidéo. L'option Rebuild, elle va utiliser la répartition des points du bord opposé pour reconstruire votre bord. Normalement, si votre construction est bonne dès le départ, vous pourrez vous en passer, mais des fois ça peut servir. Donc il faut savoir que l'explicit control et les options de continuité, vous allez les retrouver dans beaucoup d'outils. Donc si vous voulez un petit peu plus d'explications sur les continuités, je vous remets le lien d'une vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques temps qui explique comment elles fonctionnent. Et maintenant, je vais effacer les objets de la scène et passer au prochain outil, qui va être l'outil Skin. L'outil Skin, lui, il est plus simple que le Square. Il va permettre de créer des surfaces entre plusieurs, donc 2 ou plus, courbes, rebords de surface ou courbes sur surface. Donc pour l'exemple, je vais commencer par mettre quelques courbes dans la scène. Je vais en mettre 3. Pour utiliser la fonction, c'est facile. Cliquez sur l'icône de la fonction ou sur raccourci clavier. Et pour créer une surface entre deux courbes, il suffit de cliquer sur ces deux courbes. Au niveau des options, on retrouve l'explicit control. En haut, on a le proportional crown. Celui-là, il va nous permettre de bomber la surface. Et un peu plus bas, on va trouver le flow control. Donc le flow control, il va nous permettre de gérer le début et la fin de la surface. On peut choisir de connecter les bouts de la surface avec les bouts des courbes. Ici, chaque coin de la surface coïncide avec le début et la fin de chaque courbe. Pour les deux options suivantes, Alias va essayer de créer une surface rectangle entre les deux courbes. En mode défaut, Alias va arrêter la surface dès qu'il arrive au bout d'une des courbes. En mode Extend, il va étendre le côté le plus court pour construire jusqu'au bout de la courbe la plus longue. Maintenant, je vais supprimer ma surface et vous montrer comment construire un skin entre plus de deux courbes. Donc pour créer un skin entre plus de deux courbes, il suffit de maintenir Shift enfoncé lors de la sélection des éléments de construction. Donc comme ceci. Alors au niveau des options, on va retrouver la même chose, à part que vous n'aurez plus l'option d'utiliser le Proportional Crown. La prochaine fonction dont je vais vous parler, c'est le Tubular Offset. Pour l'exemple, je vais créer deux surfaces raccordées bout à bout avec la fonction Skin. Le Tubular Offset, il permet de créer un tube le long d'une courbe, d'un rebord de surface ou d'une courbe sur surface. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir que les bases de la construction dans Alias, c'est de construire des surfaces principales, des surfaces de base, ici ça sera nos deux skins, et entre ces surfaces principales, de créer une surface de raccord. Donc pour que la surface de raccord soit propre, la meilleure façon de procéder, c'est de construire deux surfaces principales bout à bout, comme nos deux skins ici, ou de faire en sorte qu'elles s'intersectent, et ensuite de venir couper ces surfaces à égale distance de leur bord en commun ou de leur intersection. Et c'est exactement ce que le Tubular Offset va nous permettre de faire. Pour utiliser le Tubular Offset, on va cliquer sur l'icône, ensuite on va sélectionner le ou les rebords ou courbes sur surface sur laquelle on veut construire le tube. Ici, ça va être le rebord de contact des deux skins, et ensuite on va presser espace ou le bouton en bas à droite de l'écran.
Voilà, le tube est créé et on voit qu'il a été intersecté avec les surfaces. Si vous double-cliquez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre des options, vous pouvez voir qu'on peut changer la taille du tube. On peut aussi choisir de ne pas créer la surface pour n'avoir que l'intersection ou créer un groove, donc une rainure. Vous pouvez choisir d'intersecter ou non le tube avec ces options en bas de la fenêtre. Pour notre exemple, ce n'est pas très intéressant, mais suivant l'utilisation que vous faites du tube, ça peut servir. Maintenant, vous pouvez trimer les deux surfaces. Et là, on a donc nos deux surfaces principales avec un espace pour créer une surface de raccord. Donc la surface de raccord, on peut la créer de plusieurs façons. Par exemple, on peut utiliser le Freeform Blend. Le fonctionnement du Freeform Blend est très similaire à la fonction Skin. Pour l'utiliser, on va cliquer sur l'icône, puis on va choisir les rebords qu'on veut raccorder. Si on ouvre la fenêtre des options, on retrouve notre Flow Control, quelque chose qui ressemble à l'Explicit Control et le contrôle des continuités. Il y a aussi possibilité de construire le Freeform Blend sur des chaînes de surface. Donc je vais retirer le Freeform Blend qu'on a à l'écran en cliquant sur Undo. Et pour vous montrer comment le faire, je vais séparer une de mes deux skins en deux et ça va me permettre aussi de vous montrer comment marche la fonction Cut. Donc cette fonction, elle va permettre de séparer des courbes ou des surfaces en deux. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur la fonction. Ensuite, vous devez cliquer sur un des rebords pour définir le sens de la découpe et ensuite faire glisser la découpe au point voulu et valider avec la barre d'espace. Vous pouvez utiliser les boutons CTRL, ALT ou CTRL plus ALT si vous avez besoin de snapper la découpe sur un point précis. Donc maintenant, si vous affichez les points de nos deux nouvelles surfaces, on voit qu'elles se terminent bout à bout. Donc c'est différent de la fonction Trim. Maintenant qu'on a deux surfaces, on va resélectionner la fonction Freeform Blend et sélectionner tous les bords qu'on veut raccorder. Et là, on voit qu'on peut sélectionner des chaînes de surface du moment que les continuités sont correctes entre ces deux surfaces, enfin deux ou plusieurs surfaces. Je vais maintenant retirer le Freeform Blend et vous montrer une autre façon de créer un raccord. Pour cette deuxième méthode, on va utiliser les Blend Curves. Donc les Blend Curves, c'est des courbes qui vont s'aligner sur l'objet sur lequel elles vont être construites, que ce soit une courbe, une surface ou une courbe sur surface. Pour construire une Blend Curve, c'est facile, on va commencer par cliquer sur l'icône de l'outil. On va venir attacher la courbe sur les rebords en pressant les boutons CTRL et ALT et en faisant glisser le pointeur de la souris sur le rebord en maintenant le bouton de gauche enfoncé. Une fois que vous êtes content avec la position de votre premier point, vous lâchez tout. Après, on va répéter la même chose pour la fin de la courbe et on va finir avec un Pick Nothing pour éditer l'édition de la courbe. Là, on voit que notre Blend Curve est alignée sur les surfaces. Et le truc vraiment génial avec les Blend Curves, c'est qu'elles possèdent un historique. Donc si maintenant je décide de modifier ou de déplacer une de mes surfaces, les Blend Curves attachées à celle-ci vont automatiquement se mettre à jour. Pour modifier une Blend Curve, on ne va pas bouger les points de contrôle ou utiliser la fonction Stretch, vous détruirez l'historique de celle-ci si vous le faites. À la place, on va utiliser le Blend Curve Edit Tool. Pour ça, on va commencer par sélectionner les blend points. Donc les blend points, on les reconnaît facilement, ce sont les espèces de F entre parenthèses. Ma fonction de sélection de blend point est dans mon marking menu, mais vous pourrez aussi la trouver dans le menu Pick de la palette. On va maintenant sélectionner nos points, et une fois nos points sélectionnés, on va presser sur l'icône de l'outil Blend Curve Edit Tool. Là, on voit qu'un repère apparaît. Il va nous permettre de changer l'orientation de la courbe. Pour ça, il suffit de cliquer sur un des arcs de cercle et de bouger la souris en maintenant le bouton de gauche enfoncé. L'arc de cercle vert va permettre de changer la direction de la courbe tout en maintenant sa continuité avec la surface. Ceux qui sont noirs changeront la direction sans maintenir la continuité. En cliquant sur le centre du repère et en maintenant le bouton de gauche enfoncé, vous pouvez changer la position du blend point. Maintenant, je vais afficher les points de contrôle de la blend curve. Et ça va me permettre de vous montrer qu'on peut avoir un contrôle sur les points en agissant sur le carré et le cercle se trouvant sur la flèche bleue. Si vous cliquez sur le carré et bougez la souris en maintenant le bouton de gauche enfoncé, vous pouvez modifier la distance entre le blend point et le premier point de la courbe. Si vous faites la même chose avec le cercle, vous agirez sur le deuxième point. Ça fonctionne aussi avec des sélections multiples de blend point. À côté de la fonction Blend Curve Edit, on va trouver les outils de contrôle de continuité de Blend Curve.
Pour les utiliser, c'est simple, il suffit de sélectionner les blend points dont vous voulez modifier la continuité et ensuite de sélectionner la continuité désirée, donc position, tangence ou courbure. Alors juste une petite note, les outils relatifs au Blend Curve, vous pouvez les trouver dans la Blend Curve Toolbox. Vous pouvez ouvrir la Blend Curve Toolbox en cliquant sur l'icône Blend dans le menu Curve de la palette. Donc une fois qu'on est content avec nos Blend Curves, on va pouvoir créer la surface de raccord à l'aide d'un square. On va donc sélectionner la fonction square, ensuite les Blend Curves et les deux rebords de skin. Maintenant, je vais vous montrer une troisième façon de créer une surface de raccord. Personnellement, c'est une solution que je ne vous recommande pas, mais elle va me permettre d'expliquer la fonction Align un peu plus en détail. Je vais commencer par retirer mon square et mes Blend Curves et je vais créer un skin entre les deux rebords. Je vais mettre les côtés de ce skin par défaut. Et maintenant, je vais utiliser la fonction Align pour aligner la surface de raccord aux surfaces principales. Je commence par sélectionner la fonction, ensuite l'élément à aligner et enfin l'élément sur lequel on veut aligner. Je vais double-cliquer sur l'icône pour pouvoir ouvrir la fenêtre des options. Pour le moment, on voit que notre surface de raccord ne comporte pas suffisamment de points, donc on perd la continuité avec le côté opposé. Pour remédier à ce problème, on va utiliser l'explicit control et on va mettre le nombre de points à 5. Ici, j'utilise 5 puisque les deux premières lignes de points sont contraintes à la première surface et plus tard, les deux rangées restantes seront contraintes à l'autre surface. Une fois qu'on a le nombre de points requis, on va s'intéresser au type d'alignement. Donc il y en a deux, le premier l'edge et le deuxième par projection. Comme son nom l'indique, le type edge va aligner la surface sur un rebord. Pour le moment, on voit que la surface a été alignée sur toute sa longueur et ça a pas mal dérangé la répartition des points. On peut choisir d'aligner la surface partiellement en cliquant sur Partial ou en faisant glisser la flèche bleue sur le rebord si vous voulez plus de contrôle. Vous allez aussi pouvoir choisir la direction des rebords de la surface de raccord et avoir un contrôle sur la répartition des points. Si vous cliquez sur Vector, vous n'avez plus accès à ces flèches, mais vous pouvez toujours contrôler les points de contrôle en les bougeant à l'aide de la fonction Move. L'option Blending vous permet de contraindre plus de lignes de points que la continuité le nécessite. Le deuxième type d'alignement, c'est l'alignement par projection. Pour vous montrer comment ça marche, je vais détrimer la deuxième surface principale et je vais supprimer la courbe sur surface. On voit qu'il me reste ma surface principale et ma surface de raccord qui flotte devant. On va aligner la surface de raccord sur la surface principale avec l'outil Align avec l'option Project cochée. Je clique sur le rebord de la surface à aligner, puis je sélectionne l'objet sur lequel on veut l'aligner, ici la surface principale. On voit que la surface a été alignée, et là ce qui s'est passé, c'est que le bord de la surface de raccord a été projeté sur la surface principale, et la surface de raccord alignée sur cette projection. La direction des rebords de la surface alignée va dépendre de la direction dans laquelle la caméra était pointée lors de la projection. Je vais maintenant effacer ma surface de raccord et détrimer mes surfaces principales. Un autre outil va aussi nous permettre d'obtenir une construction similaire. C'est le Surface Fillet Tool, donc l'outil congé. Pour l'utiliser, c'est facile. Sélectionnez la fonction, ensuite sélectionnez votre première surface ou chaîne de surface, ensuite la deuxième, et enfin validez avec la barre d'espace ou le bouton en bas à droite. Et là où les surfaces vont être créées. Au niveau des options, la première chose qu'on va trouver, c'est le type de construction. Ça correspond à comment le congé va être mesuré. Donc à la corde, avec la sous-option Chordal Length, la corde du rayon va déterminer la taille de celui-ci, c'est-à-dire la distance entre ces points de raccord avec chaque surface principale. Avec l'option Tangent Length, c'est la distance entre l'intersection des surfaces de base et le point de raccord du congé avec la surface principale qui va être mesurée. C'est exactement la même chose que d'utiliser un tubular offset au niveau construction. Le congé peut aussi être construit en fonction de la taille de son rayon.
En dessous, on retrouve l'option de continuité. On peut aussi choisir de construire avec un rayon variable qui va nous donner un effet conique. Ici, on a le contrôle du rayon et en dessous, le form factor qui est l'équivalent du carré et du cercle bleu qu'on a vu dans les blend curves. Il nous permet de changer la répartition des points. Un peu plus bas, on va retrouver l'explicit control et le flow control. Là, on a un congé très simple. Des fois, on va avoir des choses beaucoup plus compliquées où Alias va avoir besoin de span pour respecter les continuités. Si vous cochez l'option surface de Bézier, le congé sera divisé en surface simple au niveau de ces spans. Maintenant, je vais effacer tout ce qu'on a dans la scène, et le prochain outil dont on va parler, c'est l'extrude, ou l'extrusion. Il va nous permettre de faire glisser une ou plusieurs courbes, rebord de surface ou courbe sur surface par rapport à une autre courbe, rebord de surface ou courbe sur surface pour générer des surfaces. Pour l'exemple, je vais placer deux courbes dans la scène. Pour créer une extrusion, c'est simple, on va commencer par sélectionner l'outil extrude. Ensuite, on va sélectionner le ou les éléments qu'on veut extruder. Puis, valider avec la touche espace ou le bouton en bas à droite. Ensuite, on va sélectionner la courbe sur laquelle on veut faire glisser ce premier groupe. Et voilà, notre surface est maintenant créée. Alors je vous conseille de bien faire attention parce que les résultats peuvent être assez aléatoires, surtout que la position de la courbe directrice par rapport au groupe de surface va avoir un impact sur le résultat. Alors en général, j'utilise une courbe directrice droite et ça me permet de rapidement être capable d'extruder des courbes dans une direction précise. Donc là, j'ai volontairement fait un truc un petit peu plus compliqué pour pouvoir vous montrer les défauts potentiels de cet outil et aussi parce que ça va me permettre de vous montrer la prochaine fonction, le Multi-Surface Draft Tool. A l'origine, cet outil était deux outils indépendants qui ont été fusionnés en un, l'outil Draft et l'outil Flange. Je vais commencer par présenter la partie Draft. La fonction Draft va permettre de créer des surfaces en donnant une direction et une longueur à des courbes, rebords de surface ou courbes sur surface. Pour utiliser l'outil, il suffit de sélectionner l'outil, ensuite les éléments qu'on veut drafter. Ici, on va prendre les bords de notre extrusion. Et ensuite, on va valider avec la barre d'espace. Au niveau des options, on va retrouver notre repère qui permettra de choisir la direction du draft. Et ensuite, ici, le paramètre de longueur. Plus bas, l'option qui fait tout l'intérêt de cet outil, le draft angle ou le contrôle de dépouille. Quand vous allez faire des pièces qui vont sortir d'un moule, que ce soit des pièces pour l'injection, des pièces embouties, il faudra respecter les angles de dépouille pour que la pièce ne reste pas coincée dans le moule. Une fois que vous ou que les ingénieurs ont défini la direction dans laquelle la pièce doit sortir du moule, vous allez pouvoir créer un draft suivant cette direction. Ici, on va prendre l'axe vertical pour faire simple. Et ensuite, vous allez facilement pouvoir gérer les angles de dépouille grâce à l'option Draft Angle. Ici, on va prendre 10 degrés et on voit que la dépouille est bien de 10 degrés par rapport à l'axe vertical. Ensuite, vous avez la fonction normale, anciennement appelée le flange. Donc cette fonction ne va marcher que sur les rebords de surface et les courbes sur surface. La surface créée par l'outil flange sera une surface perpendiculaire sur tout le long de son élément de construction. Donc son angle va rester constant par rapport à la surface sur laquelle elle a été créée. Au niveau des options, vous pouvez jouer sur la longueur de celle-ci, et cette fois-ci, le draft angle sera mesuré à partir de la position initiale de la surface, donc sa position perpendiculaire par rapport à sa surface de construction. Maintenant, on va parler de l'outil Revolve. L'outil Revolve va nous permettre de créer des surfaces en faisant tourner des courbes, bords de surface ou courbes sur surface autour d'un axe. Par défaut, cet axe passera par le point de pivot des éléments de construction du Revolve. Maintenant, je vais mettre une courbe dans la scène pour vous montrer comment fonctionne l'outil et je vais positionner son point de pivot au centre de la grille. Pour créer un revolve, on va commencer par sélectionner notre courbe, puis on va sélectionner notre outil. Et là, on voit que la surface a été créée. Au niveau des options, je vais seulement parler du type freeform. Le sweep angle, ça correspond à l'angle total sur lequel la courbe est balayée. Les deux prochaines options vont être dépendantes l'une de l'autre. Il est possible de balayer l'angle de balayage total en différentes sections. L'option per segment va définir l'angle de balayage de chaque section, donc de chaque segment. Et l'option segments, juste en dessous, va définir le nombre de segments.
Si vous changez le nombre de segments, l'angle de balayage de chaque segment sera calculé automatiquement. Degree va définir le nombre de points de chaque segment. Alors la question des cercles et révolutions avec des surface NURBS, c'est une question qui est assez technique et j'y consacrerai une vidéo plus tard. Ici on a une géométrie du type périodique non rationnel, donc si on donne pas suffisamment de points à nos surfaces, Alias n'aura pas assez de liberté pour créer un cercle qui se rapprochera de la perfection. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour obtenir une géométrie qui se rapproche d'un cercle, on va utiliser 4 segments de degré 6. Les options suivantes vont être relatives à l'axe de rotation, donc ici on a X, Y, Z. On peut aussi manipuler l'axe en cliquant sur les croix bleues dans l'espace de travail et en les bougeant à l'aide des boutons de la souris de la même façon qu'avec la fonction Move. On peut aussi snapper chaque bout de l'axe à l'aide des boutons CTRL, ALT et CTRL plus ALT. Le prochain outil dont on va parler, ça va être l'offset. L'offset va fonctionner sur les courbes et sur les surfaces. Utilisé sur les surfaces, il va créer un décalage perpendiculairement en tout point de la surface d'origine. Pour les courbes, le décalage se fera par rapport à la direction de la caméra, donc je vous conseille de faire les offsets de courbes en vue ortho. Pour utiliser la fonction, on va commencer par sélectionner les éléments qu'on veut décaler. Ici, on va choisir un des segments du revolve. Et ensuite, on va sélectionner la fonction, puis sélectionner la direction du décalage en cliquant sur la flèche, puis valider avec la barre d'espace. Au niveau des options, la plus importante, c'est la distance de l'offset. C'est une valeur qui peut être positive ou négative. Maintenant, on va s'occuper de la fonction extend. Elle va nous permettre de prolonger ou de raccourcir des courbes, courbes sur surface ou bords de surface non trimés. Je précise bien non trimés puisque ça ne marchera pas sur des rebords qui ont été trimés. Pour ça, il suffit de sélectionner l'outil, puis de sélectionner le côté de l'élément que vous voulez prolonger. Ensuite, vous pouvez allonger l'élément en maintenant le bouton de gauche de la souris enfoncé et en bougeant cette dernière. Vous pouvez snapper votre extension sur un point précis à l'aide des boutons CTRL, ALT ou CTRL plus ALT. Au niveau des options, vous pouvez faire une extension linéaire, c'est-à-dire que l'élément étendu le sera de manière linéaire à partir du point d'extension et dans la direction de ce dernier. Vous pouvez choisir d'extrapoler, c'est-à-dire que l'extension conservera la courbure de l'objet étendu. L'option Merge prolongera la surface étendue. Décocher cette option créera l'extension en tant que nouvel élément. Maintenant, je vais vous montrer le Patch Precision Tool. Cet outil va permettre de créer des lignes de repères visuels sur des surfaces. Ces lignes vont diviser les surfaces dans les deux sens. Pour utiliser la fonction, il suffit de sélectionner l'outil, puis de cliquer sur la surface sur laquelle on veut appliquer la fonction en gardant le bouton de gauche de la souris enfoncé. Toujours en gardant le bouton de gauche de la souris enfoncé, bougez celle-ci jusqu'à obtenir le nombre de divisions désiré. Ces divisions sont purement visuelles, ce ne sont pas des spans, mais vous pourrez quand même les utiliser en tant qu'éléments de construction ou encore les dupliquer à l'aide de la fonction Duplicate. Le prochain outil dont on va parler, ça va être l'outil Trim Convert. Il va nous permettre de convertir une surface trimée en une surface non trimée. La condition requise pour qu'il fonctionne, c'est que la surface convertie ait 4 côtés. Pour l'exemple, je vais projeter 4 courbes sur une de nos surfaces et la trimer. Si on affiche les points de contrôle, on voit que les points dépassent des bords de la surface. Pour convertir notre surface, on va sélectionner la fonction et ensuite on va cliquer sur la surface à convertir. On obtient une nouvelle surface identique à la surface trimée, à part que cette surface n'est pas trimée comme on peut le voir par rapport au point de contrôle. On va maintenant s'intéresser à l'outil miroir. Il va nous servir à créer des symétries de courbes ou de surfaces. Pour s'en servir, il suffit de sélectionner les éléments dont on veut créer la symétrie et ensuite de sélectionner l'outil. Dans la fenêtre des options, vous aurez la possibilité de changer le plan de symétrie. Ici, on a l'outil Stitch. C'est un outil qui va servir à joindre des surfaces pour créer des solides pour l'export au prototypage rapide. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la préparation au prototypage rapide. Je vous remets le lien ici, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez. Pour l'exemple, on va effacer ce qu'on a à l'écran et on va mettre un cube dans la scène. Alors il faut savoir que les fichiers exportés pour le prototypage rapide le sont sous forme de maillage et plus précisément un seul maillage qui forme un volume clos. Pour simuler ça,
on va sélectionner notre cube et on va le convertir en maillage à l'aide de l'outil NURBS to Mesh dans l'onglet Mesh de la palette. Et là, ce qui s'est passé, c'est que chaque surface a été convertie en un maillage différent. Donc c'est vraiment pas bon pour le prototypage rapide. On va maintenant effacer tous nos maillages. La fonction Stitch va nous permettre de joindre les surfaces pour dire à Alias qu'elles doivent être converties en un seul maillage. Pour ça, on va sélectionner le cube, puis sélectionner l'outil Stitch en cliquant sur l'icône ou le raccourci clavier. Ensuite, on va valider avec la barre d'espace ou en pressant sur le bouton en bas à droite. Un shell, donc une coque, a été créé. Les shells apparaissent en orange. Et si maintenant on convertit ce shell en maillage, on voit qu'on obtient un maillage unique. Je vais maintenant supprimer le maillage et resélectionner le shell. Pour défaire ce shell, il suffit de sélectionner la fonction unstitch. Alors il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention, la fonction stitch crée un shell en plus des surfaces du cube d'origine, et la fonction unstitch garde les surfaces du shell, donc vous pouvez vous retrouver avec deux cubes si vous avez gardé le cube original. Comme ici. Je vais maintenant supprimer le cube en trop. Maintenant, je vais placer mon cube de manière aléatoire dans l'espace, et ça va me permettre de parler des plans de construction. Souvent, vous allez être amené à travailler sur des éléments positionnés de manière complexe dans l'espace, donc non alignés avec les axes classiques X, Y ou Z. Alors les éléments de ce type, vous allez les rencontrer extrêmement souvent, ça peut être des volants, des pommeaux de vitesse, des interrupteurs, des plafonniers, des badges, vraiment ça peut se trouver partout. Si vous avez des modifications à faire sur ces objets, notamment des projections, ça sera assez difficile, ou en tout cas très imprécis si vous le faites en utilisant les axes par défaut. L'outil de plan de construction, le Plane Tool, va permettre de créer un nouveau repère pour avoir de nouveaux axes, orientés dans une manière plus appropriée. Par exemple, si on veut projeter un cercle perpendiculairement sur une des faces de notre cube, avec notre repère actuel, c'est impossible. On va donc créer un nouveau repère. On va double-cliquer sur l'icône de cet outil. Il y a plusieurs méthodes pour créer un nouveau plan de construction. La méthode des 3 points est celle que je préfère. Elle va permettre de créer un repère en positionnant 3 points dans l'espace. En pressant CTRL et ALT et le bouton de gauche de la souris, je vais placer le premier point sur un des coins du cube. Quand je suis content avec sa position, je vais recommencer avec le second point, puis le troisième point. Ensuite, je valide avec la barre d'espace, ou alors je clique sur Set Construction Plane en bas à droite. On voit maintenant que ma nouvelle grille est orientée correctement, et on va pouvoir faire nos projections et travailler sur notre pièce. Si vous travaillez avec peu de plans, vous pourrez passer d'un plan à l'autre à l'aide de la fonction Toggle Construction Plane. Ici, on passe de notre nouveau plan au plan par défaut. Si vous travaillez avec beaucoup de plans, la fonction Set Construction Plane sera plus appropriée puisque vous n'aurez qu'à sélectionner le plan dans lequel vous voulez travailler, puis sélectionner la fonction. L'outil Reset View vous permettra de remettre la caméra en vue initiale si vous vous perdez dans notre modèle. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur les caméras. Ici, on a l'outil qui va servir à orienter les normales. Donc il faut savoir que les surfaces ont un sens et on veut qu'elles soient toutes orientées de la même façon. Cela aura une incidence sur certaines fonctions comme l'offset. La direction de l'offset est dictée par le sens de la surface. De plus, certains logiciels de rendu, de visualisation, ne rendent qu'un seul côté des surfaces. Vous aurez des trous dans votre modèle si elles ne sont pas orientées correctement. Pour vérifier les normales, il suffit de sélectionner la fonction. Ici, toutes les surfaces du cube sont bleues, donc toutes les surfaces sont orientées correctement. Juste pour l'exemple, je vais retourner une ou deux surfaces. Et maintenant, pour remettre ces surfaces à l'endroit, il suffit de mettre les surfaces jaunes face caméra et de les sélectionner. Elles sont devenues bleues et maintenant orientées correctement. Ensuite, on va avoir toutes les fonctions qui vont permettre d'effectuer des mesures. Ici, la distance entre deux points. Vous pourrez snapper ces points en pressant CTRL, ALT ou CTRL plus ALT. La fonction suivante va nous permettre de mesurer un angle formé par 3 points. Une fois de plus, vous pourrez positionner ces points à l'aide des boutons CTRL, ALT ou CTRL plus ALT. Cet outil va permettre de mesurer la distance entre deux courbes.
Si ces courbes ne sont pas parallèles, vous pouvez afficher la distance minimum et maximum séparant les deux courbes. La mesure de distance entre surfaces fonctionnera sur le même principe. Pour retirer les mesures affichées, vous pouvez cliquer sur Delete Locator qui se trouve dans la partie Delete de la barre de menu. Personnellement, c'est une fonction que j'ai dans mon marking menu. Pour le prochain outil, je vais créer une nouvelle courbe. Cet outil va être le Curvature Control et il va servir à contrôler la courbure, donc la forme d'une courbe ou d'un rebord de surface. Pour l'appliquer, il suffit de sélectionner l'outil, puis de sélectionner la courbe ou le rebord de surface à contrôler. Ici, on voit que le peigne de courbure est relativement uniforme. Le peigne de courbure va être une représentation locale de la courbure. Si on bouge un des points de la courbe, on voit que le peigne grandit là où le rayon de la courbe se resserre. Cet outil permettra de détecter les inflexions et dans les cas les plus graves, le peigne pourra même s'inverser. À côté, on a l'outil de contrôle de continuité de surface. Il va permettre de contrôler la validité d'une continuité en l'affichant en vert si elle est valide ou en rouge si elle a échoué. Maintenant, je vais garder la surface supérieure du cube et construire une nouvelle surface à l'aide d'un de ses côtés et 3 courbes en utilisant la fonction square. Pour le moment, la continuité est en position et on va pouvoir le vérifier en sélectionnant l'outil de contrôle de continuité avec l'option position sélectionnée puis en cliquant sur le bord commun de nos deux surfaces. On voit que notre continuité en position est bien respectée puisqu'elle est affichée en vert. Maintenant, si on fait une mesure avec l'option de continuité en courbure, on voit que celle-ci est rouge. Cela signifie qu'on n'a donc pas de continuité en courbure entre nos deux surfaces. Si maintenant on change la continuité dans notre square et qu'on la passe en courbure, on voit que cette continuité est confirmée, la mesure devient verte. Dans beaucoup d'outils de construction de surface, vous aurez l'option de générer ces contrôles de continuité automatiquement. Pour cela, il faudra cocher l'option Continuity Check comme ici en bas de la fenêtre des options du square. On va maintenant passer au dernier outil, le Transform CV. Alors plutôt, je vous ai dit d'éviter de bouger les points un par un à la main, mais des fois il peut arriver que vous ayez quand même à le faire. Et vous aurez peut-être aussi déjà remarqué que déplacer les points à la main peut être assez imprécis. Des fois, un petit mouvement de souris va bouger un point sur une distance importante et rendre la manipulation assez difficile. L'outil Transform CV va nous permettre de démultiplier la précision de la souris et aussi de contraindre le mouvement des points. Ici, on va afficher les points d'une de nos surfaces. Pour utiliser le Transform CV, on va commencer par sélectionner le point de contrôle que l'on veut déplacer et ensuite on va sélectionner la fonction. En pressant la barre d'espace, un menu va apparaître. Ici, on va pouvoir régler la sensibilité de la souris. Plus vous allez augmenter cette sensibilité, plus la distance de déplacement du point sera courte pour un mouvement de souris égal, offrant ainsi une plus grande précision. Par exemple, en mode X, Y, Z, vous pourrez bouger les points sur les différents axes comme vous pouvez le faire avec la fonction Move. En mode NUV, les points seront bougés perpendiculairement à la surface. En dessous, on va retrouver le type de modification, donc translation, rotation, échelle proportionnelle et non proportionnelle. Et tout à droite, l'option d'utiliser un fall-off, c'est-à-dire que la modification d'un point va impacter les points avoisinants, mais de manière plus faible que celui-ci. Ceci peut être utile pour garder une bonne répartition de points. Voilà, on a fait le tour de tous les outils qu'ils ont dans mon shelf, donc des outils que personnellement j'utilise le plus souvent. Maintenant, peut-être que vous allez découvrir d'autres outils par rapport à d'autres personnes, donc restez ouverts d'esprit, il y a des choses que, comme je disais au début de la vidéo, que moi je fais et que d'autres personnes ne font pas et vice versa. Explorez un petit peu et puis regardez ce qui marche le mieux pour vous, faites-vous votre propre shelf et amusez-vous avec ça. Si vous avez réussi à tenir jusqu'à la fin de la vidéo, donc jusqu'ici, bah bravo, parce que c'était quand même assez long. Et il y avait beaucoup de choses à assimiler aussi, beaucoup de choses à comprendre, et si vous n'avez pas tout saisi, ne vous inquiétez pas, ça prend du temps et ça viendra en pratiquant.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que c'était à peu près clair et je vous dis à la prochaine.